La suite du grand entretien de Radio J à écouter sur notre application gratuite disponible sur Google Play et l'App Store. Place maintenant au grand entretien en compagnie cet après-midi et en cette quasi-veille de Pessah du grand rabbin de France, Monsieur le grand rabbin Chaim Corsia. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va évidemment revenir ensemble sur la fête de Pessah, notamment sur le double CDR. Mais d'abord, un mot pour commencer sur votre candidature pour un second mandat de grand rabbin de France. L'élection aura lieu le 6 juin prochain. Briguer un second mandat, monsieur le grand rabbin Chaim Corsia, est-ce pour vous l'évidence ou est-ce que vous aviez envisagé un moment de vous arrêter là après 7 ans d'un service que l'on sait particulièrement exigeant? Vous avez tout dit, d'une certaine manière, se reposer la question en permanence. Je dirais, si Dieu, lui, renouvelle le monde tous les jours, il faut être capable de se poser cette question tous les jours. Et donc, je me suis posé la question, et puis j'ai vu que les liens, la confiance que j'ai tissée avec les communautés, avec les rabbins, avec les présidents, les administrateurs, les présidentes, les administratrices, avec toutes celles et ceux qui essaient de porter un judaïsme ouvert, un judaïsme inséré dans la société. Cette expérience me pousse à dire qu'il faut continuer, il faut poursuivre, réinventer des choses peut-être, mais être capable de poursuivre pour porter cette idée assez forte d'une présence juive authentique dans un pays qui est en grande transformation. Et c'est peut-être nous qui avons cette charge de porter l'espérance à l'ensemble de la société. Alors vous parliez, monsieur le grand rabbin, de transformation. Qu'est-ce qui a changé en 7 ans dans le paysage communautaire? Quelles évolutions avez-vous essayé de conduire et quel bilan en tirez-vous 7 ans après? J'ai toujours essayé de tisser du lien, c'est-à-dire de rapprocher des mondes qui étaient parfois inconnus les uns aux autres, opposés même parfois. J'ai essayé de faire en sorte de défendre la pratique du judaïsme comme étant un élément constitutif de ce qu'est le principe, par exemple, de laïcité. Est-ce qu'on se rend compte que quand on défend l'abattage rituel, je ne défends pas simplement la possibilité pour les juifs de manger cachère, mais je défends le principe laïque, et qui est de la liberté de pratique religieuse. Je suis défait de voir que tant et tant de personnes, y compris à des niveaux politiques incroyables, pensent que la laïcité, c'est l'absence de tout élément religieux. Ça s'appelle l'athéisme. La réalité, c'est que la liberté de pratique religieuse, c'est le cœur même de ce qu'est la République. Et donc, la pratique de l'abattage rituel, pour nous, est essentielle, tout comme l'est la circoncision, qu'il nous faut aussi défendre, comme nous avons fondé une association qui avait été initiée par mon prédécesseur, mais qui défend la circoncision. On a aussi le problème des examens le Shabbat. Toujours des questions liées à la laïcité. Certains nous disent, mais la laïcité, c'est vous devez faire comme tout le monde. Non. Chacun respecte sa pratique religieuse. Et c'est ce combat pour expliquer qu'un judaïsme authentique défend, au fond, ce qu'est la société. Parce que je pars du postulat que le judaïsme, et c'est peut-être Manuel Valls qui l'a dit le plus justement, la France sans les juifs ne serait plus la France. Cette capacité à être différent, mais à être ensemble avec tous nos concitoyens est essentielle. Et donc voilà pourquoi j'essaie de me battre et je me dis Être grand qu'on a rabbin de encore France, à finalement, défendre. pardon, je vous en prie. Non, non, Être grand rabbin de France, finalement, à vous écouter, c'est beaucoup, finalement, porter une voix juive auprès des différents acteurs de la société civile et pas seulement, évidemment, être, même si c'est important, être tourné vers la communauté pour régler un certain nombre de dangers. Il est important de parler à la société en tant que grand rabbin de France. il faut parler à la société, mais ce qui me donne la légitimité de parler à la société, c'est le lien que j'ai avec la communauté, avec toutes les communautés de France. J'ai tourné, la première année, j'ai fait 102 déplacements, je crois. 100. J'ai dit à mon secrétariat, dorénavant, on fera exactement la même chose tous les ans. Il ne s'agit pas de commencer fort et après de finir de manière un peu débonnaire en disant ça va, je connais pas. Quelles expériences Chaque vous en avez communauté, tirées de ces eh déplacements? bien, j'ai rencontré des expériences extraordinaires, des communautés qui ont trouvé, par exemple, l'expérience qu'avait lancée le consistoire et qui est merveilleuse, c'est Joël Mergui qui l'avait initiée, de la Chazak, fait un bien fou aux communautés. J'ai suggéré à des communautés régionales fortes, comme Marseille récemment, de lancer quelque chose de l'ordre de la Chazak régionale, parce qu'une communauté importante peut aider des communautés moyennes à faire vivre le minyan, à dynamiser les Shabbatot avec des jeunes qui viennent. Bref, il y a des expériences extraordinaires à tel ou tel endroit, des endroits où on a relancé les synagogues
en relançant le tourisme autour des lieux juifs. C'est le cas à Carpentras, c'est le cas à Bayonne, c'est le cas à Rouen, hein, j'ai visité récemment, le plus vieux site juif de France, qui date de 1100 à peu près. Donc on a des façons d'imaginer la construction d'un judaïsme serein dans son environnement local, qui sont aussi diverses que les communautés, et il faut aller les rencontrer. C'est ce que j'ai fait tout au long de ces années, et c'est justement ce que j'appelle l'expérience, et l'expérience de cette rencontre qui me fait apprendre. Et c'est parce que je connais intimement chaque communauté que je suis crédible aux yeux des pouvoirs publics pour dire voilà ce qu'est la voie du judaïsme. Alors votre action s'inscrit depuis maintenant 1 an dans le contexte sanitaire que l'on connaît. Le coronavirus a profondément bousculé nos habitudes. Il a aussi fragilisé la situation économique de nombreuses familles et accentué l'isolement de certains, notamment les aînés. Quel message adressez-vous aujourd'hui à ceux et celles qui nous écoutent et qui souffrent? Je crois que la plus grande des souffrances, c'est l'isolement, oui, vous avez raison, l'isolement. On l'a vécu l'an passé pour le Seder de Pessah. On ne pouvait pas accueillir les personnes qui étaient seules. Il y avait un véritable risque, notamment les personnes âgées, les parents. C'était un crève-cœur et j'en ai conscience. Mais cette année, j'espère que beaucoup de personnes âgées, vulnérables, fragiles se sont vaccinées. Et donc, lorsqu'on a été vacciné, il faut pouvoir accueillir les personnes vaccinées dans le respect évidemment des règles. J'insiste beaucoup sur le respect des règles, à la fois dans les synagogues, parce que là, il en va de notre responsabilité, mais également dans les familles. On sait que les familles ont été un vecteur important de transmission du virus. C'est le cas, je l'ai vu dans les obsèques, où la souffrance des personnes les pousse à aller les uns auprès des autres, se blottir dans les bras de quelqu'un pour pleurer. Je le conçois, mais il faut résister à cela, et il faut rester dans cette logique de port du masque en permanence, le gel à profusion, la distance respectée dans les synagogues, un siège sur 3, une rangée sur 2. Bref, faire en sorte que les efforts qu'on a produits depuis maintenant un peu plus d'1 an continuent à donner des résultats, et qu'on soit, comme ça a été le cas, qu'on soit toujours cité en exemple au plus haut niveau de la République. Quand je vous dis au niveau de la cellule de crise interministérielle, quand on cite les protocoles que nous avons mis en place dans les synagogues, c'est que ça veut dire que les efforts payent. Est-ce que vous nous appelez à éviter les grands repas de famille le soir du Seder, évidemment pour les familles qui ne seraient pas encore totalement vaccinées, ce qui constitue quand même une grande majorité des Français aujourd'hui? Oui, mais les personnes âgées, il y a une plus grande proportion de personnes âgées. Or, c'était surtout ça la question, les personnes isolées, âgées. Donc, il faut voir. Ceci dit, il faut vraiment être prudent. Je crois que une soirée avec du monde, beaucoup de monde, c'est quand même risqué. Donc, il faut des petites tables avec les normes, respecter les normes. Le respect des normes est aussi un engagement citoyen, et c'est un engagement profondément juif. Alors, l'une des mitzvahs, des commandements de cette soirée du Seder est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, en particulier à nos enfants. Certains parents se demandent peut-être quels mots choisir, quels commentaires sélectionner pour éveiller la curiosité de leurs enfants et susciter surtout leur questionnement. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Bah, écoutez, il y a tellement de commentaires que c'est un bonheur de choisir. Moi, j'aime beaucoup, parce que j'aimais beaucoup le rabbin Stenzhals, qui avait fait il y a quelques années un commentaire de l'Agada. On trouve beaucoup de commentaires. Moi j'ai le commentaire du Rav Israël Mirlo, l'ancien grand rabbin d'Israël, le père de l'actuel grand rabbin ashkénaze d'Israël, un homme formidable. Et je me dis, chacun trouve le commentaire qui le touche. Mais peut-être que le plus beau des commentaires, c'est celui de la vie. Nous sommes, ma génération, pas la vôtre, vous êtes beaucoup plus jeune, mais ma génération, nous sommes une génération qui avons entendu les témoignages de celles et ceux qui ont dû quitter une terre, qui ont été parfois des rescapés de la Shoah. Et je crois que entendre leurs histoires de sortie des terres où ils étaient, leur capacité à continuer à espérer malgré tout, c'est une forme d'actualisation du texte. Le texte ne nous raconte pas simplement l'histoire de nos ancêtres, il nous raconte notre histoire. Alors, Et peut-être que la sortie d'Égypte, c'est avant tout la sortie de notre Égypte. Si eux ont été capables de sortir de l'Égypte, ce qui était impensable à l'époque, alors nous, évidemment, à plus de raison que nous sommes capables de sortir de nos Égyptes, de nos enfermements.
Alors justement, quelle nouvelle lecture pourrions-nous donner samedi soir et dimanche soir à cette histoire de la sortie d'Égypte, à cette libération de l'esclavage, avec finalement notre regard d'hommes et de femmes du 21e siècle? Est-ce qu'on peut apporter une touche d'originalité en s'appuyant évidemment sur les commentaires traditionnels? Oui, c'est que la Haggadah nous raconte une histoire absolument impossible. Et pourtant, elle est devenue possible. C'est Mark Twain qui disait, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont réalisé. Et en fait, c'est exactement l'histoire de l'Haggadah. Sortir d'Égypte, j'ai vu un commentaire magnifique qui explique que l'Égypte n'était pas entourée de hautes murailles infranchissables, mais parce que personne ne quittait l'Égypte. On ne peut pas quitter le phare de l'époque. Et bien, eux l'ont fait. Et pas pour aller dans un endroit plus beau, plus... Ils l'ont fait pour aller dans le désert. C'est-à-dire pour aller dans un endroit où la parole porte, pour pouvoir entendre, recevoir la parole de Dieu. Nous avons besoin, parfois, de prendre ce champ et de dire, nous sommes capables de faire quelque chose que personne ne peut imaginer. C'est la force de résilience incroyable de notre communauté. Notre communauté, comme l'ensemble de la communauté nationale, a subi de plein fouet cette pandémie, les enfermements. Mais regardez, les communautés ont continué à vivre, peut-être avec difficulté, mais les rabbins ont produit des cours par Zoom. Nous faisons cet entretien par Zoom. C'est-à-dire qu'on a inventé une nouvelle façon de vivre et on n'a pas arrêté de tisser du lien et du lien social en particulier. Donc, vous voyez, on a été capable de réinventer une façon d'être dans le monde et d'être totalement et authentiquement juif. Monsieur le grand rabbin Chaim Corsia, merci beaucoup de cet entretien. J'en Il est à prie. retrouver sur la page YouTube de Radio J en vidéo. Chag Pessar Kacher Vesameach à vous et à votre famille. Shabbat Shalom et à très Merci. bientôt. Shabbat shalom. Bonne fête de Pessah.